Bonjour chers collègues, on va commencer, on a 1 heure aujourd'hui avec Monsieur Jacques Attali. Alors, juste en 3 mots, Monsieur Attali, dans un des livres, il dit la vraie contrainte qui s'impose à nous, c'est la contrainte dans. Donc je ne vais pas gaspiller, on a 1 heure, je ne vais pas gaspiller le temps. Présenter la multivie de Monsieur Attali est complexe. Je dirais qu'il est né le 1er novembre 1943 à Alger, polytechnicien énarque et ancien conseiller spécial du président, fondateur de 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, Bird et Positive Planet, qui est une des plus importantes institutions qui soutient, qui fait de la microfinance. 68 livres, mais je crois que j'en ai oublié un, parce que je pense que c'est un 69e, mais je ne suis pas sûr. Pour ma part, pour notre exercice de prospective qu'on fait avec Jean-Paul Bout, il y a 3 ouvrages importants qui sont devenus des outils de travail pour nous, qui sont Une brève histoire de l'avenir, Demain, qui gouvernera le monde et le dernier, Peut-on prévoir l'avenir. L'idée, c'était d'inviter M. Jacques Attali pour qu'il nous donne les outils de comment on peut imaginer l'avenir, comment on veut le... J'espère que le contexte actuel ne va pas peser sur nos discussions. C'est un séminaire de recherche selon la tradition universitaire. J'espère qu'on restera dans le domaine de la prospective. Et peut-être que Jean-Paul, tu diras un mot à la fin. Voilà, c'est bon. Je vous remercie, je suis ravi d'être avec vous. Je pense que le mieux, c'est que je parle une petite demi-heure et que je réponde à vos questions après. Quand on cherche à prévoir l'avenir, je crois comprendre que c'est l'activité d'un grand nombre d'entre vous. On a plusieurs méthodes. Je pense souvent à celle qu'a employée un jour l'ambassadeur de France à Téhéran, quelques mois avant la chute du Shah, qui a fait une longue analyse des scénarios possibles de l'avenir de l'Iran en disant il y a 4 scénarios possibles. Le Shah remporte et consolide son pouvoir. Le Shah est renversé par une dictature militaire. 3e scénario, le Shah est remplacé par une démocratie. Et 4e scénario, totalement invraisemblable, un régime théocratique se met en place par un personnage assez secondaire et peu connu qui s'appelle M. Khomeini. Et juste avant d'envoyer ce télégramme à Paris, il a eu l'intelligence extraordinaire, ou l'habileté exceptionnelle, de diviser ce télégramme en 4 et de les numéroter séparément. Ce qui fait qu'il a fait toute sa suite de sa carrière en disant, comme je le prévoyais dans mon télégramme. Voilà, donc en général, c'est ça que font les auteurs de prévision ou de prévision de l'avenir, il faut des scénarios. Et quand on fait des scénarios, on est absolument certain de ne pas se tromper, parce qu'à moins d'être vraiment idiot, il y a forcément un scénario qui ressemble vaguement à la réalité telle qu'elle va se dérouler. Donc, pour ma part, j'ai toujours considéré que c'était une méthode extrêmement faible et presque inutile, sinon pour agiter l'imagination, essayer de réfléchir à différents futurs possibles, mais ça n'aide pas beaucoup. En réalité, les techniques de prévision de l'avenir, avant d'en venir à ce que moi je crois à la façon de prévoir l'avenir aujourd'hui et de ce que je peux prévoir, à mon sens, ont beaucoup changé au cours de l'histoire, même si l'humanité a toujours cherché à prévoir l'avenir avec des techniques qui ont été et qui sont encore très largement inspirées du jeu de hasard, qui reste sans doute une des techniques et une des sources les plus profondes de la prévision de l'avenir, puisque ce n'est pas un hasard ni sans raison que depuis des millénaires, l'humanité prévoit l'avenir en tirant les cartes, jetant des dés et utilisant différentes techniques diverses, que d'ailleurs dans un des livres que vous avez cité tout à l'heure, je décris en détail, qui ne sont pas forcément innocentes. Et si on le fait depuis si longtemps, c'est sans doute parce qu'il y a une raison de le faire, en dehors de l'escroquerie ou de la capacité de convaincre de ceux qui gagnent leur vie en faisant ce genre d'exercice. Ce n'est pas sans raison. Tout simplement pourquoi ? Parce que le hasard joue un rôle très grand dans la prévision de l'avenir, dans l'avenir lui-même, puisque l'avenir est très largement déterminé longuement, j'y reviendrai tout à l'heure, par des événements de hasard. Et ensuite parce que la prévision telle qu'elle se déroule lorsque quelqu'un prévoit et discute
avec celui à qui il soumet ses prévisions, la prévision vient non seulement de la prévision elle-même, mais dans le dialogue avec celui pour qui on prévoit. Et par exemple, c'est le fondement même du jeu du tarot, qui est que peu importe les cartes, on va de toute façon sortir de cartes, quelles qu'elles soient, l'important c'est la façon dont celui qui reçoit les cartes réagit aux cartes et la façon dont les cartes vont l'orienter. Donc il y a dans la prévision, dans la prédiction, quelque chose qui tient beaucoup, qui renvoie beaucoup à la psychanalyse, qui d'ailleurs elle-même est une technique de prévision de l'avenir, qui elle-même suppose un dialogue entre le conscient et l'inconscient, entre celui qui parle et celui qui écoute, qui est l'essentiel. Donc il y a une très forte courant de prévision de l'avenir qui est une façon de se mettre soi-même face au hasard et de voir comment on va réagir face au hasard et de tirer de ce dialogue, soit dans un dialogue personnel, quand on est soi-même seul dans la réflexion, ou dans un dialogue entre celui qui prévoit et celui pour qui on fait la prévision, qui conduit progressivement à amener vers une réflexion. Puis il y a d'autres techniques qui sont apparues successivement dans l'histoire. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais pour venir surtout à ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des techniques qui sont en train de se développer, comme vous le savez sans doute, parce que j'imagine que ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine les utilisent ou savent qu'elles sont en train de se développer, qui sont toutes les techniques justement d'utilisation du hasard pour organiser la prévision, qui sont soit des techniques extraordinairement simplistes, qui sont les techniques statistiques de base, qui sont celles qui sont liées au premier modèle mathématique de l'économie, ou au premier modèle statistique et économétrique de l'économie, qui sont des pures prolongations de tendances sommaires qui ont pu être faits à partir de statistiques. Et puis il y a la réflexion plus approfondie que permettent aujourd'hui les différentes techniques qui sont disponibles, et en particulier la grande révolution que permet dans un très grand nombre de domaines l'analyse prédictive et l'analyse de la maîtrise des données et ce qu'on appelle le big data et ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui évidemment aujourd'hui est en train de bouleverser très profondément les techniques de prévision en créant les conditions d'une méthode qui puisse intégrer un très grand nombre de données pour prédire, mais en réalité, il ne s'agit que de techniques de corrélation. Et en aucune façon de techniques de prévision, de prédiction, et encore moins de techniques de causalité. Et dans tous les domaines dans lesquels ces techniques sont utilisées, il n'y a en fait, en réalité, aucun modèle derrière, juste l'idée que ceci et cela se passent en même temps, et donc forcément, ça peut avoir une cause. On le voit dans toutes les méthodes qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui, dans des domaines de plus en plus sophistiqués. D'abord, évidemment, dans la prédiction des pannes des machines, qui j'imagine vous concerne très particulièrement, mais au-delà de ça, dans la prévision médicale, j'étais d'ailleurs au téléphone tout à l'heure avant d'arriver avec un des pontes de la prévision médicale aux États-Unis, qui m'expliquait qu'aujourd'hui, on va mettre en place des techniques de prévision par la maîtrise de millions de données des compagnies d'assurance, enfin des mutuelles d'assurance privées qui gèrent des centaines de millions de malades ou de clients, et qui me permettent, par la connaissance qu'on peut avoir dès maintenant, d'avoir une connaissance assez précise des maladies que quelqu'un peut avoir en fonction des maladies qu'il a eues, et même en fonction de certaines caractéristiques de leur lieu de naissance, de leurs conditions de vie, de leur environnement, une prévision de leur addiction future. Et donc la possibilité de prévoir à 10 ans que quelqu'un, dans 15 ans, sera addict à ceci ou cela, non pas parce qu'on peut le prévoir par une méthode de causalité, mais par une méthode de corrélation qui fait que dans des millions de cas, ça s'est produit, et c'est comme ça que ça va continuer à se produire. Donc nous entrons dans ce domaine où la donnée de masse va fournir la donnée singulière dans un univers où ceci est de plus en plus utilisé par des techniques diverses. Les principaux domaines dans lesquels ça se développe, c'est évidemment la prédiction sur les pannes des machines, que ça se dise des machines au sens large ou des machines individuelles, en particulier l'automobile, qui va être une grande consommateur de ces techniques de prédiction. Deuxièmement, les techniques de prédiction des marchés, qui renvoient aussi très largement aux techniques de hasard et à ces techniques dont je viens de parler, qui sont les seules qui sont aujourd'hui
en train de dominer la prévision des marchés. Et puis au-delà de ça, je l'ai dit à l'instant, les techniques de prévision médicale qui vont être très largement dominées par ça. Et donc nous entrons dans un domaine où progressivement toutes les dimensions de la vie individuelle vont obéir d'une façon beaucoup plus massive que par les passés aux techniques de la corrélation. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne change rien à ce qu'on avait dans le passé où on avait le sentiment que les choses se répètent. Et quand on obéit à la causalité ou à la corrélation, c'est qu'on pense que les choses vont se répéter. Mais simplement, on trouve que les choses se répètent en détectant des liens de répétition qui sont moins intuitifs que les plus évidents qu'on pouvait avoir dans le passé. Ça ne change pas grand-chose au fait non plus que ces prévisions-là restent des prévisions de très court terme ou de relativement court terme. La causalité permet de déterminer une évolution assez rapide d'événements, mais par exemple, on sait maintenant assez précisément utiliser ces techniques pour prévoir la probabilité d'occurrence d'un crime ou la probabilité d'occurrence d'un attentat, mais on ne peut pas le prévoir évidemment avec une grande certitude, même si on a eu un cas récemment où en Italie, la police a pu prévoir avec grande précision que telle bijouterie à Milan allait être hold-upée dans le mois, et elle a été hold-upée dans le mois, et la police était là. Donc est-ce que c'est un hasard dans la coïncidence du résultat? Mais en tout cas, le modèle a fonctionné. Pas toujours, mais dans ce cas-là, il a fonctionné. On peut imaginer un progrès dans ces techniques avec des conséquences extrêmement vertigineuses sur lesquelles on pourrait élaborer longuement sur les conditions d'assurance et les conditions de gestion du risque. Si les risques sont de plus en plus ainsi prédictibles et individualisables, on va arriver tant pour les machines, mais surtout pour les hommes, à ne plus avoir avoir la possibilité de ne plus gérer le risque de façon collective. Et donc le risque devient individuel, il n'y a plus de mutualisation de risque. S'il n'y a plus de mutualisation de risque, il n'y a plus d'assurance. Et on est en train d'aller dans cette logique-là d'une individualisation très profonde, qui correspond d'ailleurs à une logique très profonde de nos sociétés, qui est celle de l'individualisation absolue et de la disparition du collectif. Ça, c'est le grand domaine dans lequel la prédiction, la prévision avance. Et aujourd'hui, c'est dans ce domaine de l'Internet des objets que se situe l'essentiel des progrès qu'on peut attendre et qui vont faire certainement changer très profondément, mais ça vous le voyez vous-même dans votre travail, la maintenance des machines, la maintenance des avions, ça va beaucoup changer les choses, la maintenance des automobiles, la gestion qui va être le grand bouleversement des 5-10 années qui viennent de l'automobile sans chauffeur, sans la voiture autonome, qui va être aussi gérée de cette façon. Donc on voit apparaître des modèles d'économie et de gestion du temps qui seront très largement liés à ça. Il n'empêche que lorsqu'on a dit ça, on voit à la fois se développer un énorme marché très important, qui est un marché qui rentre dans une logique beaucoup plus vaste de nos sociétés, qui est le fait que nous entrons dans des sociétés que j'avais aussi d'ailleurs décrit dans un des livres que vous avez cité tout à l'heure, où nous passons d'une logique de surveillance collective à une logique de surveillance individuelle. La société, la règle de droit suppose que nous soyons surveillés collectivement. Et progressivement, cette surveillance collective, qui est celle qui est exercée par l'État, la police, l'appareil social en général, bascule à une surveillance de plus en plus individualisée, de plus en plus intériorisée, qui est de plus en plus intégrée dans des machines et qui devient de plus en plus une surveillance qui est faite par soi-même. C'est-à-dire que nous sommes soi-même producteurs des données de notre propre surveillance. Nous entrons dans une logique d'autosurveillance. Chacun se surveille lui-même. La machine se surveille elle-même, produit des données de sa surveillance, et l'individu lui-même est lui en situation de produire des données qui vont conduire à le surveiller en trouvant de l'intérêt à les produire, soit parce qu'en échange de cela, il a un service, soit parce qu'il a le plus grand service qui soit, c'est-à-dire qu'on lui dit, si vous vous surveillez votre poids, votre système de santé dit de toutes différentes natures, vous vivrez mieux, plus longtemps. Et donc, on produit des données qui vont en fait servir aussi à ceux à qui les données arrivent, mais qui sont considérées comme un avantage par celui qui produit les données. Donc,
le producteur de données est lui-même le produit de consommation. Et il n'est pas celui qui en bénéficie, mais il est celui qui est consommé par la mécanique, qui ensuite va le lui revendre sous forme de marketing adapté, de production systématique. Donc nous entrons dans cette logique-là d'une individualisation. Maintenant, si on a dit ça, ça veut dire que ce petit univers de la prévision technologique s'inscrit dans un contexte plus vaste qui devrait qu'on devrait peut-être être capable de comprendre, qui est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que c'est cette prévision-là qui va dominer? Comment elle s'installe et pourquoi c'est elle et comment elle s'inscrit dans un contexte plus vaste? Quand on s'éloigne un peu de ces regards sur ce qui se passe dans notre univers technologique d'aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, le monde, c'est tout sauf ça. Le monde, c'est le chaos, c'est le désordre, rien n'est prévisible, le moindre incident peut avoir des conséquences extrêmes. On peut apprendre dans 5 minutes qu'un attentat catastrophique a eu lieu. D'ailleurs, il y en a eu 2 dans la journée qui, heureusement, n'ont pas été catastrophiques, mais qui, s'ils avaient été catastrophiques, auraient pu changer le cours de beaucoup d'événements. Une interdépendance croissante des gens. Nous sommes 8 milliards. Si vous comptez sur les 8 milliards, vous pouvez faire le compte assez rapidement. Vous avez au moins 500 000 personnes capables de se suicider pour faire parler d'eux ou atteindre un paradis d'une façon ou d'une autre. Ça fait du monde, et ça fait du monde qui peut avoir un impact considérable sur la vie des autres. Donc nous sommes dans un univers qui, en apparence, pendant que nos technologies nous vantent, comme je l'ai fait tout à l'heure, la capacité de prédire d'une façon de plus en plus précise les choses, avec un degré de détail extrême, en réalité, nous sommes dans le chaos le plus total, le désordre le plus absolu, dans lequel rien ne semble prévisible. Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre à ça? Est-ce qu'il est possible de chercher honnêtement à prévoir, de chercher à comprendre, en dehors de ces prévisions limitées que les technologies nous donnent? Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire qu'on peut comprendre? Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce qu'elle est toujours en situation de changer? Est-ce que nous sommes à l'abri de ces répétitions? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent permettre de comprendre l'évolution de l'humanité, d'une nation, d'un individu? Pour ma part, avec le temps, j'ai élaboré quelques petites règles pour comprendre cela, mais je vais essayer d'en rester pour l'instant, en parlant avec vous, à la fois la géopolitique et la prévision des nations, sachant que ce que je vais vous dire là, on peut l'appliquer, et on l'applique. Je l'ai appliqué moi-même dans certains cas à des entreprises ou à des individus, et ça marche assez bien. Il y a des règles qui permettent d'avoir des recettes qui permettent de comprendre un peu les choses. D'abord, il faut avoir une certaine forme d'humilité et savoir qu'il y a à la fois des grandes tendances et des mouvements erratiques. Les deux sont simultanés. Les deux sont simultanés, les deux interfèrent l'un avec l'autre. En général, les événements de hasard sont les plus visibles. C'est eux qui font des changements apparents de l'histoire, mais en général aussi, les tendances longues, lourdes, finissent par l'emporter malgré les événements anecdotiques. Il m'arrive souvent de résumer cela en disant que Marx et Shakespeare sont mes maîtres avancés. Marx, parce que Marx donne les tendances longues de l'histoire, et à mon avis de façon très juste, très très juste, pas le marxisme ou le communisme tel qu'il a été caricaturé, mais Marx tel qu'il a écrit, décrit incroyablement bien ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé depuis le temps de sa vie, en décrivant des tendances très longues d'expansion du capitalisme, de globalisation, de généralisation de la marchandise, de destruction des systèmes antérieurs, de destruction des nations, d'émergence d'une globalisation de l'argent, d'une réification des choses, enfin, toutes choses que nous voyons se faire. Et donc, quand on veut prendre un peu de recul, il faut regarder et chercher les tendances. Mais en même temps, Shakespeare nous dit, oui, mais n'oubliez pas les princes, n'oubliez pas les accidents, n'oubliez pas les attentats. Et en effet, moi j'ai eu à connaître un certain nombre d'événements de ce genre. Vous pouvez en citer 15 tout au long de notre vie autour de nous. Évidemment, les attentats de septembre, même si n'ont pas changé grand-chose, mais un petit peu en septembre. Mais vous prenez
L'assassinat de Kennedy, est-ce qu'il a changé beaucoup ou pas beaucoup? On peut en discuter. La fin de l'Union soviétique est un exemple beaucoup plus frappant, parce que la fin de l'Union soviétique, c'est vraiment un événement shakespearien qui a eu lieu en 5 ou 6 épisodes qui, tous, chacun d'entre eux aurait pu ne pas avoir lieu, et s'ils n'avaient pas eu lieu, nous aurions encore aujourd'hui l'Union soviétique. La fin n'était pas du tout programmée. Il a fallu que le successeur de Brejnev ne soit pas celui qui était prévu et que ce soit un homme qui voulait transformer l'Union soviétique en un système de type chinois avec une technocratie puissante, mettant une économie de marché et une dictature, M. Andropov, que M. Andropov n'ait pas le temps de le faire parce qu'il avait une tumeur au cerveau, qui meurt trop tôt pour pouvoir mettre en place un remplaçant qui lui convienne, qui soit remplacé par quelqu'un de l'ancienne équipe, qui a tenté de remettre le système en place, que cette ancienne équipe, celui-là, soit mort aussi trop tôt pour ne pas avoir le temps de mettre un jeune, et qu'au moment de la mort de ce type de l'ancienne équipe, un coup d'État a été fait par un jeune homme qui était Gorbatchev et qui lui-même était non pas de la même tendance que le Andropov précédent, mais a voulu exactement l'inverse, c'est-à-dire non pas une dictature de marché, mais une démocratie planifiée, qui a échoué, comme chacun sait. Donc une succession d'événements totalement shakespeariens, qui, s'ils n'avaient pas eu lieu, on aurait encore aujourd'hui l'Union soviétique, qu'on ne nous raconte pas que l'Occident est pour quoi que ce soit dans la fin de l'Union soviétique, c'est Gorbatchev qui l'a voulu parce qu'il a décidé de ne plus tirer sur la foule. On pourrait citer des milliers d'exemples de ce genre qui nous amènent à une certaine forme d'humilité à l'égard de l'histoire, parce qu'imaginez le monde comme il serait aujourd'hui si l'Union soviétique existerait encore. Et pour autant, malgré cette... je pourrais citer des dizaines d'autres exemples dans le passé ou dans le présent beaucoup plus récent que celui que je viens de donner, pour montrer que les relations, les dimensions shakespeariennes jouent un rôle très important, ne serait-ce que les élections qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Pour autant, il y a des tendances lourdes. Et il y a des tendances lourdes qu'on peut déceler, tendances lourdes qu'on peut déceler pour les nations, tendances lourdes qu'on peut déceler pour l'humanité, tendances lourdes qu'on peut déceler pour les entreprises ou pour les individus. Il y a plusieurs dimensions qui permettent de s'assurer avec un degré de probabilité plus grande, ou de moins en moins grande, de leur réalisation, qui permettent d'avoir une idée de l'avenir. La première, si je les prends par ordre décroissant de certitude, la première technique de prévision, méthode de prévision ou élément de prévision la moins incertaine, même si ce n'est pas tout à fait certaine, c'est la démographie. La démographie nous dit des choses qui sont presque stables à 20, 30 ou 40 ans devant nous. Et elle nous dit énormément de choses. La démographie du monde nous dit, si je prends seulement à 15 ans, pour ne pas aller très loin, mais on peut aller plus loin, à 15 ans d'ici, elle nous dit, dans 15 ans, il y a 1 milliard d'habitants de plus sur la planète, dont 600 millions en Afrique. Dans 20 ans, il y a près de 2 milliards d'habitants de plus sur la planète, dont 1 milliard en Afrique. Dans 20 ans, la population de l'Afrique aura doublé. Ça, c'est... Vous pouvez chercher tout autre chiffre, si vous n'en retenez qu'un, c'est celui-là. Dans 20 ans, la population de l'Afrique a doublé. La population de la Chine sera stabilisée, la population de l'Inde aura continué à croître, la population de la Russie se sera stabilisée, la population de l'Europe aura un peu augmenté, celle des États-Unis beaucoup augmenté, mais il n'empêche, le cœur du monde, ça va être l'Afrique. C'est là où va tout se passer. Pour le meilleur comme pour le pire. Deuxième dimension démographique, la population de la planète sera plus âgée. L'espérance de vie augmente en moyenne de 3 mois par an à l'échelle de la planète, donc on voit ce qui se passe en 15 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé augmente, et augmente plus vite dans les pays en développement que deuxième, autre dimension démographique. On va passer de la moitié de la population en ville aux 2 tiers de la population en ville, ce qui est un changement considérable. Et le nombre de gens qui vont déménager, aujourd'hui on a à peu près 250 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés, dans 20 ans, on sera au moins à 700 millions. Quand on regarde tout, et encore sans vision particulièrement extrémiste, ni des mouvements liés au conflit, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, ni de vision particulièrement extrémiste sur les migrations climatiques. Ça, c'est certitude démographique. Je pourrais en ajouter d'autres liées aux conséquences du vieillissement, liées aux relatifs mouvements de population. Et les mouvements de population, c'est énorme. Hein. Si vous y pensez, en 2040, il y a plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis, il y a plus d'habitants en Turquie qu'en Russie,
non, il y a plus d'habitants en France qu'en Allemagne. Il y a beaucoup de choses de ce genre qui vont donner des mouvements forts dans les changements de l'humanité. Deuxième dimension à peu près claire et certaine, ou à peu près certaine, c'est les évolutions climatiques. Bon. On a beau se mettre la tête dans le sable, le niveau de la température va augmenter, et chaque jour on a la preuve qu'il augmente plus vite qu'on ne croit, et avec des contrastes de plus en plus grands, donc les conséquences seront terribles. Je suis en train de travailler sur un sujet en particulier qui est l'avenir de la mer, qui m'occupe beaucoup en ce moment, et l'avenir de la mer, quand on le voit, on a envie d'arrêter, de lever la plume et d'arrêter d'étudier, parce que ce qui s'annonce est absolument effrayant, et donc on n'a vraiment pas envie de voir, mais il est clair que l'augmentation de la température, les conséquences sur les mouvements des courants, sur la vie dans la mer, sans laquelle il n'y aurait pas la vie sur la Terre, sont énormes. Et il y aura des mouvements gigantesques, avec des changements climatiques gigantesques, qui vont entraîner des mouvements de population considérables à 20 ou 30 ans, 20 ans d'ici. Ça, c'est une certitude. Troisième certitude, qui d'ailleurs peut modifier les deux autres, c'est les conséquences de tout cela sur les matières premières. S'il y a une certitude aussi, que je n'ai pas citée en matière démographique, qui est aussi très importante, c'est que la classe moyenne de la planète, qui a 1,5 milliard d'habitants, va passer à 4 milliards. Et ça, c'est un changement absolument gigantesque. Parce qu'il y aura une classe moyenne qui est en train d'apparaître en Inde, en Chine et en Afrique. Et ce changement fait que non seulement ils deviennent des consommateurs, mais une classe moyenne, c'est des gens qui veulent du droit de propriété, donc de la démocratie. Donc on a un élément extrêmement positif lié à l'émergence des classes moyennes, à condition qu'elles soient elles-mêmes en situation de ne pas ressentir de la frustration. L'exemple que j'ai pris de l'Iran tout à l'heure était aussi un exemple d'un pays en pleine croissance avec une classe moyenne qui a augmenté. On a vu ce qui s'y est produit parce qu'on n'a pas été capable de donner du sens à cette croissance. Conséquences, toujours, je reviens sur les conséquences du climat. Une chose est certaine, et qui là aussi est très peu vue, c'est l'eau. Nous manquons d'eau aujourd'hui et nous allons de plus en plus manquer d'eau. C'est-à-dire, la quantité d'eau potable disponible sur la planète va commencer à descendre par habitant, va commencer à descendre massivement dans les 15 ans qui viennent. Je dis à technologie constante, je vais revenir sur les technologies dans une seconde, à technologie constante, elle va baisser de façon systématique, à la fois parce que la population augmente, elle augmente moins qu'avant, mais elle augmente encore, hein, je dis 1,5 milliard d'habitants en plus dans 20 ans, parce que les classes moyennes ne consomment pas la même chose qu'avant, et donc vont commencer significativement à consommer de la viande, et donc on sait que la quantité d'eau nécessaire pour produire une quantité donnée de viande est de l'ordre de 50, 100, 200 fois supérieure à celle qui est nécessaire pour produire la même quantité de calories végétales. Et donc, tout se réunit, les pollutions urbaines, etc., tout se réunit pour que l'eau demandée soit plus grande et que l'eau existante soit plus faible. Donc, on a déjà 1 milliard d'habitants de la planète qui sont en situation de stress hydrique. Et on a 500 millions de personnes qui sont en stress hydrique extrême, manque d'eau, tout court, soif, quoi. Il y a 1 milliard de personnes qui vont s'endormir ce soir en ayant faim. Mais on voit que si la faim semble être en situation d'être relativement stabilisée, à technologie constante, le manque d'eau est le principal enjeu de demain. Ressources énergétiques, vous savez ça mieux que moi. Moi, j'ai toujours été partie de ceux qui pensaient que la limite énergétique, c'est comme l'horizon, il s'éloigne toujours. Quand on veut en trouver, on en trouve. Et la question, c'est de savoir quand on va décider de le laisser sous nos pieds, et non pas quand on va ne plus en avoir sous nos pieds. Donc, je ne pense pas du tout qu'il y a une pénurie énergétique à échelle humaine, mais il y a certainement un degré d'ajustement et de choix de technologie qui se pose. Et ça, c'est l'autre niveau. Donc, j'ai dit certitude démographique, certitude climatique et environnementale, dont l'eau et le clair, et quasi-certitude technologique. Et puis après, je dirais je vois que je parle trop longtemps, mais quasi aussi certitude géopolitique. Certitude technologique, là, vous le savez aussi pour beaucoup d'entre vous,
nous sommes entrés dans une période qui ressemble beaucoup à d'autres périodes historiques, à certaines périodes historiques, au moins 2 ou 3, dans lesquelles il y a une accumulation de progrès techniques qui brusquement explose. Et là, on entre dans une période où, dans les 20 ans qui viennent, il y a un très grand nombre de progrès techniques qui sont en train d'exploser. Il y a ce qu'on appelle Internet. J'enrage quand on me dit qu'Internet, c'est nouveau. Internet, ça a été créé en 1980. C'est une invention de 1980, ça a 35 ans, Internet. Donc, ceux qui parlent avec plein de morgue de leur start-up Internet, c'est comme ceux qui parlaient des diligences dans les années 50, quoi. C'est aussi démodé. Donc, Internet est là, très bien, ça se développe, ça se généralise. Il y a beaucoup de choses qui vont avec, qui sont en train de se développer, qui sont en train de changer beaucoup de choses, qu'on voit maintenant devenir des banalités, mais qu'on peut prévoir dans leur généralisation. Le 3D, même le 4D, le parallel processing, l'ordinateur quantique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont là. La traduction automatique, et vous avez beaucoup de choses. Le web sémantique qui va être fondamental. Si vous ajoutez holographie, web sémantique et la traduction automatique, vous entrez dans un univers où les métiers de l'éducation, les métiers de la santé, les métiers du conseil sont balayés, complètement renversés. Donc, il y a des mutations gigantesques qui sont là, qu'on n'étudie pas assez, mais qui sont qui sont pour demain matin. C'est à moins de 10 ans, ce dont je parle là. Vous avez derrière d'autres mutations qui sont un peu plus tardives, mais qui sont en train d'arriver, sur les biotechnologies animales qui sont là, et humaines qui sont en train d'arriver un peu plus tard. Et puis vous avez ensuite toutes les neurosciences, d'abord les nanotechnologies qui sont en train d'arriver aussi sous forme de médicale, militaire bien sûr, et création de matériaux nouveaux. Et puis derrière les neurosciences qui sont la vraie grande science d'après-demain, pour une raison très simple, deux raisons simples, c'est que dans la mesure où l'espérance de vie augmente, les maladies qui étaient cachées par le fait qu'on mourait avant de les avoir, qui sont les maladies du cerveau, vont commencer à apparaître, et donc la neuroscience est fondamentale. Et puis pour une autre raison, c'est que la quantité de connaissances augmentant de façon plus qu'exponentielle, le processus d'apprentissage va être essentiel, puisque qu'est-ce que c'est qu'un progrès technique? C'est quelque chose qui permet de faire la même chose avec moins d'efforts. Bon, si vous y réfléchissez, il n'y a pas beaucoup de... On sait depuis longtemps réduire les efforts pour presque tout. Sauf pour deux choses. On ne sait pas avoir un enfant en moins de 9 mois. Faudrait-il le savoir? On ne sait pas. Et on ne sait pas apprendre une langue en moins de 2200 heures, en moyenne. Il y a des gens qui font mieux, d'ailleurs, quel que soit l'âge. Et si je le dis pour les langues, c'est que c'est vrai pour des tas d'autres connaissances. Or, là, il y a un vrai goulet d'étranglement qui est, il faut pouvoir accumuler du savoir, en tout cas des méthodes d'apprentissage du savoir, de curiosité, etc., tout au long de la vie. Et donc, les neurosciences sont absolument fondamentales. Ne serait-ce, et ça m'amène d'ailleurs au dernier point, que pour maintenir une autre dimension du savoir, j'interrogeais récemment sur cette question le plus grand pape américain des neurosciences pédagogiques, et je lui disais alors comment tu vois l'évolution, comment et quand tu vas être capable de nous expliquer comment on va pouvoir apprendre mieux, beaucoup plus, tout savoir et garder ça dans ce jeu. Mais wait a minute, c'est pas du tout le sujet. Mon sujet, c'est comment faire que les enfants américains dans les écoles aient une attention qui passe de 9 minutes à 10 minutes par jour. Ça m'amène au dernier point. C'est qu'il y a aujourd'hui un autre basculement qui est en train de se faire, qui est un basculement culturel, géopolitique, idéologique. Un basculement très profond et qui rentre dans la prévision, pour rester dans le secteur géopolitique, imparable, dans lequel nous sommes et qui permet assez bien de prévoir l'avenir géostratégique, surtout si on le relie aux autres événements dont je viens de parler. Après tout, on pourrait dire qu'on est dans le meilleur des mondes, parce qu'une population en forte croissance, de l'argent ne manque pas, le progrès technique qui va permettre de régler tous les problèmes, le dessalement de l'eau de mer dont le prix s'effondre, l'énergie solaire dont le prix s'effondre, les problèmes du climat, vous savez ça mieux que personne, le problème du climat est à la portée du progrès technique. Donc si vous faites forte consommation par la croissance démographique, surtout par les classes moyennes, 1,5 milliard, 4 milliards de classes moyennes, ça fait des sacrés consommateurs, plus le progrès technique, vous dites tout est parfait, circuler, il n'y a rien à voir, on a le meilleur avenir possible. Il y a juste un problème, c'est qu'il faut mettre tout ça l'un en face de l'autre.
et mettre l'un en face de l'autre, ça suppose un système, une gouvernance, une règle de droit à l'échelle nationale et mondiale, qui est en train d'être progressivement pervertie par ce dont je vais parler maintenant et qui semble être au cœur de la prévision de l'avenir. Deux dimensions. La première, c'est que si on regarde la tendance longue de l'histoire, on s'aperçoit que cette tendance longue consiste à faire en sorte que l'humanité serve son objectif majeur, qu'est l'immortalité. Vivre vieux, vivre le plus longtemps possible. C'est l'objectif majeur. Vivre vieux. Et l'humanité, inconsciemment, a compris que nous sommes mortels, mais qu'une table est immortelle. Autrement dit, un objet est immortel, sous réserve d'usures diverses, alors que nous sommes mortels. Et inconsciemment, nous sommes en train, progressivement, par le progrès technique, d'être transformés nous-mêmes en objets. Oh, ça met du temps. Mais la réification de l'homme, qui progressivement s'artificialise, devient un objet, ça commence par des choses apparemment sans relation avec cela, mais le fait de commencer par prendre conscience de la natalité, faire en sorte que la natalité soit volontaire. Je vais employer une formule pédante. La réification commence avec le coitus interruptus, qui est déjà l'artificialisation de l'être dans sa décision d'exister. Et progressivement, l'introduction dans l'humanité de toutes ces machines qui l'accompagnent, y compris, et c'est là où cette petite anecdote par laquelle j'ai commencé sur les technologies de maîtrise des données rentre en jeu, c'est que la maîtrise de données est un élément qui participe dans notre réification, puisque nous devenons un élément organisé par des règles de corrélation. Ça fait partie de notre réification. C'est un élément de cette réification qui s'accompagne progressivement par l'introduction de toutes ces formes, des robots, des prothèses, des nanotechnologies qui vont les introduire davantage en nous. Et donc, nous sommes... L'histoire de l'humanité, c'est une lente traduction du vivant dans l'objet. La question, c'est est-ce qu'on s'arrêtera à temps pour maintenir un sanctuaire du vivant, ou est-ce qu'on va continuer? Ça, c'est une première tendance longue. La deuxième tendance longue, cette première tendance longue est liée à cette pulsion de l'humanité qui est la recherche de l'immortalité, qui, lorsqu'il ne la trouve pas dans la science, comme je viens de le dire, la cherche ailleurs, la cherche dans le religieux, la cherche dans le politique, qui est là. Mais inversement, ou à côté de cela, parallèlement, et je trouve que c'est souvent inversement, l'humanité a une autre recherche que l'immortalité, qui est celle de la liberté. Et nous cherchons à être immortels, ou en tout cas à vivre le plus longtemps possible, mais nous cherchons à être libres. Et cette quête de la liberté, qui est une quête depuis toujours, qui est là en permanence autour de nous, est une quête à la fois souhaitable, nécessaire. Beaucoup de gens sont morts pour ça, et heureusement, sinon on n'aurait pas la vie si privilégiée que nous avons aujourd'hui à Paris, pour le moment. Mais cette quête est d'une certaine façon relativement illusoire, parce qu'on ne peut pas choisir d'être ni à une autre époque, ni à un autre endroit. On est ce qu'on est, quoi. On est simplement là, et on essaye d'être libre. On pourrait même, si on veut être rassurant, un peu cynique, mais on est dans une prison, libre dans notre prison, et à la limite, on essaye de vivre le plus longtemps possible, c'est-à-dire d'écarter un peu les murs de la prison. Voilà, c'est ça notre liberté. Et pour organiser cette liberté, on a inventé, puisque nous sommes contraints par des ressources rares, c'est la liberté dans des ressources rares, dans des murs de prison, on a inventé deux mécanismes pour organiser cette liberté. Et le jeu de ces deux mécanismes nous permet de prévoir assez bien la géopolitique qui nous attend. Le mécanisme, c'est le marché et la démocratie. Le marché, c'est la liberté sous contrainte de rareté pour la production et la consommation de biens privés. La démocratie, c'est la liberté sous contrainte de rareté dans la production et la consommation de biens publics. Et apparemment, nous sommes dans le meilleur des mondes, parce que non seulement nous avons les consommateurs, le progrès technique, mais nous avons ces deux mécanismes formidables qui sont en extraordinaire cohérence. Plus il y a de marché, plus il y a de démocratie dans un pays, plus il y a de démocratie, plus il y a de marché. Je pourrais longuement expliquer pourquoi, mais c'est vrai. Historiquement d'ailleurs, c'est toujours une dictature qui crée une classe moyenne, une bourgeoisie, qui développe le marché, et la classe moyenne et la bourgeoisie débarrassent de la dictature et créent une démocratie. C'est ce qui se passait en Angleterre au XVIIIe siècle,
en France au 19e, partout, et ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, progressivement, la dictature a besoin d'une bourgeoisie marchande qui elle-même se débarrasse ensuite de la dictature. Donc on a l'impression d'un cercle vertueux. Seulement, il y a deux problèmes qui expliquent aujourd'hui, qui permettent de prévoir la dynamique qui nous attend. Premier problème, la démocratie est locale, le marché est mondial. Et donc nous sommes aujourd'hui en situation où le marché a une taille globale, alors que la démocratie, ou la règle de droit au moins, n'est pas de même taille. Donc forcément, on atteint un niveau qui est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, où les gens se disent, oh là là, le marché global, ça donne quoi? Ça donne des désordres, les mouvements de population, les inégalités, les injustices, personne ne contrôle ça, personne ne contrôle. Donc, puisqu'un gouvernement mondial, c'est une illusion absolue, retournons au point de départ. Fermons les frontières. C'est exactement le moment où on est. Donc, première contradiction géostratégique, marché et démocratie ne sont pas aussi compatibles qu'ils soient, parce que l'un est global par nature, l'autre est local par nature. Deuxième contradiction, avant de venir sur la deuxième, sur cette première, sur laquelle nous jouons, il y a aussi beaucoup de choses où l'histoire nous apprend des expériences qui peuvent servir à prévoir l'avenir. C'est pour ça que l'histoire est si importante. Non pas que l'histoire se répète, mais l'histoire nous dit des choses qui doivent nous faire penser, si on connaît un peu d'histoire, que quelque chose qu'on entend aujourd'hui peut nous rappeler quelque chose qui s'est passé. Par exemple, pour prendre une histoire très récente, la clause Molière. Ah, on interdit aux gens de ne pas parler autre chose que français dans les chantiers. Moi, ça m'a rappelé une autre chose. Vers 1775, partout en Europe, simultanément, il a été interdit d'écrire des opéras en italien. Il était obligatoire d'écrire les opéras dans la langue nationale. Ce qui nous a donné d'ailleurs la Flûte enchantée, par exemple, et tous les chefs-d'œuvre des opéras qui apparaissent à ce moment-là. Eh bien ça a été le premier signe annonciateur du nationalisme et des guerres qui ont duré 40 ans en Europe. Premier signe est venu par la musique. J'ai d'ailleurs souvent pensé et écrit que la musique était annonciatrice des changements bien avant tous les autres. Et je pourrais vous expliquer pourquoi la musique aujourd'hui nous dit énormément de choses de la géostratégie. Mais là, vous voyez, un petit signe qui nous renvoie à cette contradiction entre marché et démocratie. Marché et démocratie, c'est aussi le fait que tous les deux, le marché et la démocratie, font l'apologie de la liberté, je l'ai dit. Mais la liberté, c'est quoi? C'est le droit de changer d'avis. Donc tout devient réversible. Et si je change d'avis, c'est-à-dire que mon contrat, je ne le respecte pas. Donc la liberté, c'est non seulement l'apologie de la réversibilité, mais aussi de la précarité des contrats. Et c'est par hasard, si on voit une grande tendance longue devant nous, des contrats de plus en plus précaires, contrats de travail de plus en plus précaires, des lieux où on habite de plus en plus précaires. Le nomadisme dont je parlais tout à l'heure, le mouvement des populations s'inscrit dans ce contexte. La durée des relations sentimentales est de plus en plus précaire. La durée du contrat de travail est de plus en plus précaire. Ce qui veut dire qu'en fait, la liberté, c'est aussi, au bout de la route, la déloyauté. J'ai le droit d'être déloyal. La seule personne à laquelle je dois être loyal, c'est moi-même. J'ai d'ailleurs souvent pensé qu'on avait inventé la psychanalyse pour donner un sens à cette expression, être loyal à l'égard de soi-même. C'est compliqué. Mais au fond, si on veut vraiment être cynique et pessimiste dans l'observation du monde, on pourrait dire que les entreprises, et même les nations de plus en plus aujourd'hui, ne sont que des rassemblements de mercenaires déloyaux. Réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de révolution dans les pays développés? Parce qu'on part. On part à Londres ou on part à Damas, enfin chez Daesh, mais on part. C'est la révolution. Et ce mouvement de population qui s'inscrit dans la liberté individuelle fait le fait que dans nos sociétés, c'est moi d'abord, moi maintenant d'abord. Et donc vous avez cette contradiction entre moi d'abord, maintenant et la recherche d'immortalité. C'est ça, la contradiction dans laquelle il joue. Et comme il ne nous reste qu'un quart d'heure et que j'ai parlé trop longtemps, je vous laisse poser quelques questions dans le quart d'heure qui nous reste. Merci. S'il y a des questions, ouais. Bonjour, Monsieur Attali. Françoise Collat, ex-Europe. Vous avez parlé de déloyauté. Si je peux me permettre, madame, oui. Je ne vous demande pas de confidence personnelle, mais moi, je suis toujours pensé que
et je ne vous demande pas de me répondre sur votre cas personnel, mais nous entrons dans un moment où il ne faut plus parler de retraite, il faut parler de deuxième vie. Et donc ceux qui sont... On n'est pas ex quelque chose, on est quelque chose d'autre maintenant, et on ne se définit pas par son passé. Bon, d'accord, secrétaire de Mais fondation. Voilà. Vous avez parlé de ce rassemblement de mercenaires déloyaux. Une chose qui me paraît frappant actuellement et qui obère l'avenir très précisément, c'est ce mouvement qu'on observe avec les élections sur le Brexit et sur l'élection de Donald Trump, où on s'aperçoit qu'il y a toute une classe finalement de blancs qui est habituée à être les gagnants historiques, qui ont créé tout un système mondial, etc., qui marchait bien, jusqu'à ce qu'ils commencent à comprendre qu'ils vont perdre devant les Chinois et autres. Et je trouve assez extraordinaire que finalement, personne ne semble souligner qu'on est face à la même situation que la dénonciation des accords de Bretton Woods, à savoir on a affaire à des gouvernements qui sont constitués de mercenaires qui trichent. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est normal. D'abord, il y a en effet des répétitions historiques. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ces moments-là. Il y a le fait que les gouvernements qui ne savent pas très bien quoi faire reportent les choses. Et c'est vrai que les dirigeants mondiaux, la seule différence entre la plupart des dirigeants mondiaux et M. Madoff, c'est que M. Madoff est en prison. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire qu'ils reportent les problèmes devant eux et puis on verra bien. C'est toujours cette réflexion métaphysique sur le fait qu'on attend le Messie. Donc forcément, il va arriver. Les Américains attendent Zorro, la cavalerie. En attendant la cavalerie, on fait de la cavalerie. Voilà. Donc, en effet, il y a cette dynamique actuelle. Vous avez ajouté un point que j'aurais pu signaler, mais il y a tellement de points que je n'ai pas évoqués. C'est qu'évidemment, dans cette croissance mondiale globale et cette montée de la classe moyenne, il y a un nivellement qui se passe par le fait que le marché est mondial. Et donc, forcément, la classe moyenne des pays développés est en train de payer le choc, le prix. Moi, j'en avais une intuition, je ne me vante pas particulièrement, mais c'est juste pour vous dire, parce que vous m'avez demandé comment je prévois. Il y a très longtemps, j'avais été frappé par le fait d'avoir dans la main un stylo Bic. Et je m'étais dit, c'est frappant, tout le monde a un Bic, quelques gens ont des stylos très chers, moi je n'aime pas ça parce que je peur de perdre, mais il n'y a plus personne qui a des stylos intermédiaires. Et si vous réfléchissez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tout ce qui est intermédiaire disparaît. Être malin, c'est avoir un bic. Être ostentatoire, et la classe moyenne est menacée par ça. J'ajoute d'ailleurs, au risque de choquer beaucoup de ceux qui sont dans cette salle, que le processus de féminisation des métiers aujourd'hui, qui est une nécessité absolue par l'égalité, etc., est en fait non pas réalisé seulement dans une optique de dignité de la femme et de son égalité. Vous me prenez pas mal ce que je veux dire, ne le coupez pas du contexte. La féminisation est une stratégie de prolétarisation. Les métiers féminisés sont les métiers dans lesquels le niveau de salaire baisse. Pas tout de suite. Au départ, les salaires des femmes montent, mais en fait, quand les femmes sont très nombreuses, le niveau de salaire baisse. Et donc, la féminisation participe, sans lutte sociale, en l'absence de lutte sociale, de le nivellement des classes moyennes mondiales avec la dévalorisation des classes moyennes occidentales. Et donc vous avez raison, il y a ce sentiment de déclassement, ce sentiment qu'on peut aussi lire dans ce que j'ai dit, de c'était mieux avant dans les pays développés, qui fait qu'on se crispe et qu'on se ferme. Moi je pense que c'était pas mieux avant, je pense que ça peut être magnifique demain, en particulier en France, ça peut être magnifique demain. Mais pour que ça soit magnifique demain, il faut faire des choses. Mais ce n'est pas le sujet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la conférence d'aujourd'hui. On évite les questions. Voilà. Présente, s'il te plaît. Oui. Bonjour, Mabrouk Chatouane, Chief Economist. Vous avez évoqué la musique pendant votre propos. Que nous dit aujourd'hui la musique sur les tendances à venir et sur les tendances que vous pouvez observer aujourd'hui? Merci. La musique, d'abord, nous dit depuis très longtemps la place de l'Afrique. Elle nous dit qu'une grande partie de l'aspiration du monde va venir de l'Afrique, que c'est de là d'où viennent toutes les sources de tout. Elle nous dit ensuite que la Chine ne sera jamais une grande puissance, parce que essayez d'écouter de la musique chinoise pendant 3 minutes et vous en direz des nouvelles.
la musique chinoise n'est pas une musique exportable. Et moi, c'est pas seulement à cause de la musique, mais je pense que la Chine ne sera jamais... Et ce n'est pas une critique de la Chine ne voudra jamais être une grande puissance. Parce qu'elle a toujours été une puissance... L'empire du milieu, ça veut dire l'empire qui est au milieu et qui ne s'occupe pas du reste du monde. Elle aura besoin de pseudopodes pour s'occuper de recevoir les ressources dont elle a besoin. Mais ce n'est pas une puissance qui veut imposer une idéologie mondiale. Alors que la musique nous dit ça. La musique nous dit aussi que la société technocratique et technologique est un non-sens. Il suffit d'écouter ce qu'on appelle la musique atonale pour savoir que c'est une impasse à la fois musicale et humaine. Une impasse, donc ça c'est le... Et elle nous dit que à un moment ou à un autre, les peuples vont prendre la revanche. Parce qu'on voit partout dans la musique naître une volonté de révolte, etc. Et puis elle nous dit quelque chose d'autre, et je pourrais élaborer longuement sur tout ça. Si vous voyez ce qui se passe, d'abord la musique ça a été le premier domaine où on a inventé la division du travail, avec l'orchestre et le chef. Ça a été le premier domaine où on a inventé la production en série. Le gramophone apparaît avant tout le monde. C'est le premier domaine où on a inventé la virtualité, avec la musique sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'était parfaitement prévisible. Ce qui est en train de se passer, c'est que plus personne n'a envie d'acheter un CD, mais tout le monde est prêt à payer très cher pour aller au concert. Pourquoi ? Parce que la seule chose rare, ce n'est pas l'énergie. Désolé de vous dire ça, mais l'énergie est abondante, et plus qu'abondante. Et vous le savez. Ce n'est pas non plus les idées. Les idées sont pas rares. J'ai une idée, je vous la donne. Je l'ai encore. Il faut inventer un truc artificiel qui s'appelle les droits d'auteur ou le brevet pour maintenir la rareté des idées. Donc, ce n'est ni les idées, ni l'énergie qui sont rares. La seule chose rare, c'est le temps. Le temps que nous vivons séparément ou ensemble. Et donc, accepter pour un artiste de vous donner du temps et pour vous de passer du temps avec un artiste ou avec un prof ou avec moi aujourd'hui, c'est la seule chose qui a de la valeur. Et donc c'est normal que ça prenne. Et la musique l'a vu avant tout le monde, puisque c'est par la musique que ça commence. C'est pourquoi il n'est pas difficile de voir que les deux secteurs dominants de demain, c'est la santé et l'éducation, avec tout ce qui va avec, la distraction. Il est évident aussi que la voiture autonome, conséquence de la musique, c'est que dans 30 ans, on trouvera absurde d'avoir perdu tant d'heures à conduire sa voiture. J'entendais hier à la radio quelqu'un qui parlait du nombre d'heures perdues dans les trains à cause du retard des trains, dans les transports en commun. Pas dans les trains, dans les transports en commun. Mais c'est pas les retards qui font perdre du temps dans les transports en commun, c'est les transports en commun. C'est le fait que dans le transport en commun, on peut faire rien d'autre que peut-être dans certains cas regarder son journal. Mais et quand vous conduisez en voiture, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc c'est pourquoi il est évident que comme la grande demande sociale d'aujourd'hui, c'est libérer du temps, du bon temps. La musique l'a vu avant tout le monde, libérer du bon temps. Pour libérer du bon temps, il faudra se débarrasser de la voiture. En tout cas de la conduite de la voiture, pas de la voiture proprement dite. Et donc la musique nous dit ça, la valeur du temps, aujourd'hui. Voilà. Je pourrais parler une heure aussi sur tout ça. Mais en gros, c'est ça que dit la musique. Elle dit aussi parce qu'il y a retour peut-être le savez-vous, mais il y a un peu partout maintenant retour des disques vinyles. Elle nous dit la nostalgie. Le c'était mieux avant. Ça se voit dans la musique. Oui. Dernière question, si vous voulez bien. Oui. Bonjour Monsieur Attali, Sébastien Jumel. Dans les scénarios de CIA 2035, le troisième postule que finalement les gouvernants vont être totalement dépassés par la complexité du monde que vous décrivez actuellement et vont être en incapacité finalement de gouverner et que la nation ne sera peut-être plus la bonne maille d'analyse de ce qui se passe dans le monde. Quelle est votre vision là-dessus et sur le fait que dans ces scénarios, on évoque donc d'autres acteurs, des sociétés, la société civile, des entreprises qui devraient prendre à leur charge la gouvernance finalement de la population. Alors, au début de mon exposé, j'ai dit que j'ai détesté la méthode des scénarios, parce qu'on a forcément toujours raison, parce qu'il y en a un qui est plus près de la réalité. Mais dans mon raisonnement personnel,
pour résumer ce que j'ai écrit sur des longueurs de page, enfin sur de longues pages, je ne crois pas. Je crois que nous allons vers 5 étapes, qui ne sont pas 5 scénarios alternatifs, mais 5 étapes successives et simultanées. Et j'ai décrit ça depuis assez longtemps pour qu'on puisse commencer à voir si c'est vrai ou faux. Première étape, le déclin de l'Empire américain, déclin relatif de l'Empire américain. Déjà avéré, déclin relatif. Deuxième étape, tentative de remplacement de l'Empire américain par non pas une puissance qui le remplace, pas la Chine, pas l'Europe malheureusement, pas la Russie, pas l'Inde, personne. Donc tentative de remplacement des États-Unis par un groupe de nations qui tenteraient de gouverner ensemble. On a appelé le G20, que moi j'écris 20 VAIN. Troisième étape, troisième vague d'avenir, on constate que dans la logique du raisonnement théorique que je faisais tout à l'heure, le marché est plus fort que la démocratie, que c'est le marché qui l'emporte, donc les entreprises, légales ou illégales, ou criminelles, il y a légal, illégal et criminel, qui dominent. Ce qui fait que nous entrons dans une période qui a déjà commencé, où l'absence d'état de droit planétaire crée l'aggravation des inégalités, la montée de l'économie de la drogue, de l'économie de la mafia, des trafics de toute nature, enfin, ce qu'on appelle le darknet. Il suffit de regarder un peu le darknet pour savoir que cette troisième étape a très largement commencé. Pour ça, il y a un exemple unique de pays qui ressemble à ça, c'est la Somalie, qui n'a pas de gouvernement depuis 20 ans, avec le chaos total, les terroristes, les seigneurs de la drogue, etc. Donc la globalisation, c'est en fait la somalisation de la planète. Troisième étape. Quatrième étape, ça ne marche pas, c'est le chaos, c'est la guerre. Et nous sommes à peu près au moment où c'est possible. Et cinquième étape, qui aura lieu après ou à la place de la quatrième, un état de droit planétaire qui mettra de l'ordre dans tout ça. L'histoire humaine nous montre que à plusieurs reprises, on était dans cette circonstance. Pour prendre 3 exemples, 1780, on aurait pu avoir un état de droit planétaire stable. Bon, on s'est payé 30 ans de guerre avant d'avoir le congrès de Vienne, et puis après on a eu 60 ans de paix. En 1910, tout était prêt pour mettre un état parfait. La planète était une institution magnifique, globalisation, démocratie, progrès technique, tout allait bien. On a fait toute une série d'erreurs, et on a la guerre, et on a fait la SDN après la guerre, et puis on a recommencé, ça aurait pu marcher, on a échoué, on a fait l'ONU après la guerre de nouveau. Exactement au même moment, on est en 1781 ou en 1910. La bifurcation est encore possible. Donc nous sommes dans cette troisième phase aujourd'hui, où les nations commencent à décliner avec des crispations. Il y a des nations qui disent ah, « je veux pas, je veux que ça dure ». C'est ce que dit M. Trump, c'est ce que dit M. Grillo, c'est ce que dit tel ou tel dans tel ou tel pays. Alors, il peut y avoir des crispations, il peut avoir l'autorité pour l'avoir. Vous avez des pays comme la Russie, la Chine, où un dictateur est possible et durable pour des tas de raisons historiques. Ceux-là vont pouvoir résister mieux que d'autres à la vague globale, mieux que d'autres, différemment. Je vous remercie.